Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter à deux voix l'histoire d'un projet qui s'appelle SOPRAC. SOPRAC, c'est l'acronyme de soins primaires en Auvergne-Rhône-Alpes pour la Covid-19. Donc, je suis moi-même enseignant-chercheur au Collège universitaire de médecine générale de Lyon et rattaché à une unité de recherche qui s'appelait ESPER il y a encore un an et qui s'appelle maintenant RICHEP et qui est donc une unité INSERM. Et mon jeune collègue, c'est Pierre-Yves Meunier, qui est interne et que j'ai connu dans le cadre d'une année recherche qu'il a obtenue pour l'année universitaire 2019-2020. Et c'était donc avant l'épidémie de Covid, et son année recherche était dédiée à un autre sujet que la Covid-19, dans le cadre d'un Master 2. Et en fait, il y a eu une opportunité de collaboration au-delà de son sujet propre d'année recherche sur la mise en place d'un réseau de surveillance épidémiologique autour de la Covid dans notre région. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est non pas comme nos collègues précédents des résultats bien finalisés, mais plutôt les aspects logistiques de ce projet qu'on considère original et dans son objet et dans ses modalités d'implémentation. Donc, au démarrage du projet, et encore aujourd'hui dans une certaine mesure, il y avait un déficit de données dans le champ des soins premiers qui concerne l'épidémiologie de la Covid-19. La question est d'importance puisque, en réalité, la majorité des formes de l'infection surviennent en communauté et donc sont dans le cadre des soins primaires. Et il s'avère que ces formes majoritaires sont beaucoup plus bénignes que celles qui sont observées en milieu hospitalier, d'où habituellement émanent l'essentiel des données qui sont recueillies et publiées. Et en particulier, la létalité en soins primaires est très faible, elle est estimée inférieure à 2% des infections identifiées, et donc probablement nettement moins de 2% si on considérait l'ensemble des infections identifiées et non identifiées. Et même s'il y a quelques données qui commencent à être connues, il y a encore beaucoup d'autres données qui restent à préciser, à commencer par les facteurs qui sont prédictifs chez les patients suspects de Covid-19 d'être réellement infectés et que ce soit attesté par un test notamment de PCR positif pour cette infection. Donc il y a des éléments dans la littérature, pas si nombreux qu'on pourrait imaginer, qui montrent néanmoins qu'un âge entre 40 et 64 ans est nettement en faveur d'une positivité des tests, de même que le sexe masculin, de même qu'un IMC élevé et de même qu'une résidence dans un milieu plutôt rural. Concernant la symptomatologie, il y a eu là aussi beaucoup d'études qui ont été faites en milieu hospitalier, et y compris dans les services d'urgence, mais assez peu en milieu véritablement de soins primaires. On les compte sur les doigts d'une main, en tout cas selon la réactualisation de la revue Cochrane de février 2021. Et cette revue montrait notamment qu'il y a certains symptômes qui sont relativement sensibles mais peu spécifiques, comme la fièvre et la toux, et d'autres symptômes qui sont plus spécifiques mais beaucoup moins sensibles, comme l'anosmie et la gueusie, par exemple. Et de façon intéressante, concernant l'histoire, ce qu'on pourrait appeler l'histoire naturelle de la maladie, ou plus exactement l'histoire naturelle des symptômes, il y a très, très peu de données, en fait, c'est-à-dire sur l'ordonnancement de la survenue des symptômes, parce que tous les symptômes ne sont pas simultanés, et ils surviennent dans un certain ordre, et on a trouvé dans la littérature au moins une étude qui a étudié ça en détail, en comparant l'ordre des symptômes de l'infection par la Covid-19 avec les syndromes grippaux, et qui montrait notamment que, alors que le syndrome grippal débute habituellement par une toux le plus souvent, l'infection par la Covid débute plus habituellement par une fièvre, par exemple. Mais il y a très peu d'autres études qui ont pu confirmer ce type de données. Et puis par ailleurs, il existe différentes sources de données, évidemment, autour de cette infection, à commencer par les données des laboratoires de biologie, mais il y a très peu de données, de sources de données cliniques
En soins primaires, alors au niveau national en France, on peut bénéficier des données du réseau Sentinelle de l'INSERM, mais qui a une vocation principalement nationale, voire à la limite régionale, mais pas infra-régionale. Et nous, notre ambition, c'était de développer un système de surveillance qui ait une visibilité au niveau régional et si possible départemental. C'est pour ça que nos objectifs étaient, comme objectif principal, d'estimer et de décrire l'évolution temporelle des indicateurs suivants en soins premiers, l'incidence des cas suspects et des cas confirmés de Covid-19, ainsi que la description des caractéristiques cliniques de ces cas suspects et de ces cas confirmés. Et les objectifs secondaires étaient de décrire la répartition géographique des cas suspects et des cas confirmés dans la région, et de décrire le contexte et la prise en charge de ces cas. Le contexte, c'était notamment qui faisait la consultation avec les patients, un médecin généraliste ou éventuellement des professionnels de santé paramédicaux, et puis est-ce que c'était une consultation présentielle ou une consultation en téléconsultation, etc. Donc ce projet a bénéficié d'un financement par un programme hospitalier de recherche clinique, PHRC interrégional, et qui était dédié à la Covid-19. Donc, je n'ai pas détaillé les différentes étapes de montage du projet, mais ça ressemble très fort à ce qui a été présenté précédemment. Ça s'est fait de façon extrêmement rapide, en l'espace de quelques semaines, avec toutes les étapes de constitution du protocole, de passage en CPP, en comité d'éthique, et de soumission du projet, avec une réponse aussi qui a été très réactive à ce moment, puis de recrutement des investigateurs et de développement de la base de données. Donc ça s'est fait grâce à un certain nombre de partenariats, donc avec le soutien de mon équipe de recherche, le laboratoire ESPER, avec le soutien de différents professionnels de la recherche rattachés au pôle de santé publique des hospices civils de Lyon, notamment pour la gestion des données et pour les analyses statistiques. Il y a eu d'autres partenaires qui ont aidé notamment au recrutement des investigateurs, en l'occurrence l'ensemble des DMG de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, donc les DMG bien sûr de Lyon, mais aussi de Clermont-Ferrand, de Saint-Étienne, de Grenoble. On a été assisté aussi par le service ICAP à Lyon. Le service ICAP, c'est un service de développement de solutions numériques au service de la pédagogie et de la recherche au niveau de l'Université de Lyon 1. Il y a aussi des organisations professionnelles qui nous ont soutenus, notamment la FEMAS Aura, c'est la Fédération des maisons de santé de l'interrégion, et aussi l'URPS médecins de la région. Et enfin, bien sûr, ce projet, il n'aurait pas pu se faire sans le concours des éditeurs de logiciels, et on en a approché 5 qui sont cités sur cette diapositive, avec, vous le verrez, plus ou moins de succès selon les éditeurs. Donc on a réussi à constituer en un temps relativement record un réseau qui comportait 192 investigateurs, dont 15 infirmières et 5 internes, et qui étaient regroupés dans 70 structures de soins, essentiellement des maisons de santé pluriprofessionnelles, et qui sont représentées sur cette carte de notre région. Donc au départ, il y a eu 263 médecins qui ont donné un accord de principe de participation, et en fait, quand il a fallu signer une convention pour formaliser leur participation, il y a 156 investigateurs, sur 330 investigateurs qui souhaitaient participer, il y en a 192 qui ont finalement signé cette convention, dont 156 utilisateurs du logiciel VEDA, donc qui étaient très très majoritaires au sein de notre région. Voilà. Alors, voici donc le schéma fonctionnel de l'étude qui part du masque de saisie en bas à gauche jusqu'au bulletin épidémiologique. Le masque de saisie, en fait, c'est un formulaire de consultation qui a été rédigé en équipe par des médecins généralistes qui constituaient le comité de pilotage de l'étude.
Ce formulaire de consultation qui a été rédigé, il a ensuite été intégré dans chaque dossier médical informatisé avec l'aide donc des différents éditeurs qui ont mis à disposition leurs équipes informatiques pour intégrer au sein de la pratique clinique ce formulaire. Alors, le formulaire, il a été testé initialement entre le 23 et le 26 mars par une trentaine de médecins qu'on avait déjà commencé à contacter auparavant sur 2 logiciels différents, dont il y a aussi des paramédicaux qui ont participé à ce test-là. Et le 26 mars 2020, plus des 2 tiers d'entre eux ont répondu à un questionnaire en ligne ou nous ont envoyé un mail pour faire des retours, ce qui nous a permis de l'optimiser, et les formulaires, les masques de saisie ont été définitivement intégrés dans les dossiers médicaux à partir du 2 avril 2020. Notre objectif, c'était de fournir un formulaire de consultation qui soit le support unique de la consultation pour éviter aux médecins d'avoir à remplir 2 fois, à renseigner 2 fois leur consultation. De proposer à la fois un formulaire qui soit un support structurant pour l'évaluation initiale des patients atteints de Covid-19 en soins primaires, dans un contexte à l'époque de maladies émergentes, et à la fois de faciliter le codage des données et son extraction ensuite. Après donc, cette étape de renseignement pendant la consultation, qu'elle soit d'ailleurs physique, classique au cabinet, ou bien en téléconsultation, visite à domicile, voire consultation téléphonique, ces données sont extraites de différentes manières, comme on le verra plus tard, intégrées dans un serveur informatique hébergé par les HCL, donc les Hospices Civils de Lyon, qui font l'objet ensuite d'un traitement de données initial pour épurer, faire des contrôles de cohérence divers qu'on spécifiera un petit peu plus tard. Ensuite, permettre des analyses statistiques, de la cartographie, puis, dans l'idée, diffuser sur notre site web, hébergé par l'Université Claude Bernard de Lyon, un bulletin épidémiologique, initialement prévu sur une base bimensuelle, mais qui a été au mieux mensuel par la suite. Alors on va suivre un petit peu ce schéma en partant du masque de saisie des structures de soins. Donc en vert au départ, le masque de saisie, donc, qui est intégré aux différents dossiers médicaux, on l'a dit. Il est commun aux différents logiciels. Il y a quelques différences ergonomiques puisque chaque logiciel a ses spécificités. Mais ils contiennent tous 7 sections. La première qui est l'identification, qui contient un certain nombre de variables qui sont extraites automatiquement du dossier médical informatisé, dans l'idée toujours d'éviter au maximum aux médecins de renseigner trop de variables. Donc on extrayait automatiquement les données qui concernaient d'abord les médecins, donc un code qui était rattaché ensuite à un code postal qui nous permettait de faire des analyses sur la ruralité ou l'exercice urbain ou périurbain. De manière automatique aussi, on a extrait donc le sexe, l'âge du patient, son poids, sa taille, son IMC, et dans cette même section d'identification, le médecin, lui, renseignait sa qualité, c'est-à-dire médecin, infirmier ou autre, puisque c'était aussi un outil qui a été pensé pour l'interprofessionnalité. Il renseignait si c'était la première consultation pour un épisode ou une consultation suivie pour un épisode qui avait déjà été identifié lors d'une consultation précédente. Et il renseignait aussi l'accord du patient à l'utilisation de ces données personnelles. Ensuite, l'évaluation du risque qui permettait aux médecins de renseigner des données telles que le fait que le patient soit institutionnalisé en EHPAD ou bien des comorbidités qui étaient estimées et évaluées par le Conseil de santé publique comme étant associées à un risque de Covid-19 grave. La section d'entretien qui permet de recueillir les symptômes du jour de la consultation. Les données d'examen clinique qui regroupent des facteurs, des variables physiologiques, comme la fréquence cardiaque, la saturation, la température, etc. Des données d'examen clinique. Une section décision où le médecin renseignait l'orientation du patient, appel du 15, hospitalisation, ou bien autosurveillance à domicile, ou bien téléconsultation, ou consultation physique à distance, et la date prévue de la prochaine réévaluation. Et enfin, la dernière section qui concerne le résultat du test et le diagnostic, que ce soit une PCR, un test rapide ou une sérologie. Alors, 2 exemples. Le premier, dans VEDA, on voit
Tout en haut, ici, l'identification automatique des données du patient et du médecin. Ici, la première section où le médecin rentre, premier contact ou consultation de suivi, le mode de consultation, physique, téléconsultation, etc. Quel professionnel je suis? Est-ce que le patient est d'accord? On passe à l'évaluation du risque, où on coche institutionnalisé, oui, non. VEDA remplit automatiquement si le patient a plus de 70 ans ou pas. Personnel soignant et comorbidité, sachant qu'en cochant oui, une liste apparaît alors avec toute la liste détaillée des comorbidités et que le médecin peut renseigner donc la comorbidité précise de ce patient. Sur Shaman, c'est un petit peu différent. On voit que l'onglet d'identification est toujours présent au-dessus et le reste est organisé par onglet où donc le médecin navigue dans ces différents onglets, coche les symptômes là, du jour. Et on a laissé du texte libre pour que le médecin puisse aussi renseigner des choses qu'il ait envie, qu'il ait besoin de noter pour lui, sans avoir à ouvrir une autre fenêtre de consultation. Alors à noter ce petit encart-là qui expliquait en fait l'objectif de l'étude. Les éditeurs qui ont intégré, donc les 5 éditeurs qui ont intégré ce formulaire, l'ont fait sur tout le territoire national en fait. Et donc libre à chaque médecin généraliste d'utiliser ce formulaire. Et parmi les médecins qui l'utilisaient en Auvergne-Rhône-Alpes, c'était aussi un moyen de les recruter directement via le logiciel médical, ce qui est assez original aussi, et donc de nous contacter directement par mail ou de consulter le site web. Le formulaire était imprimable, supprimable. On ne pouvait pas modifier la date de la consultation pour limiter le biais de mémorisation dont on avait un petit peu parlé, sauf pour les visites à domicile, où on considérait que le renseignement du formulaire pouvait parfois avoir lieu de manière pragmatique le lendemain de la consultation qui a souvent lieu en soirée. Alors, après donc, la présentation de ces masques de saisie, on passe aux étapes d'extraction et de stockage, de traitement des données. L'extraction était centralisée avec le logiciel VEDA, c'est-à-dire qu'ils ont développé un module d'extraction spécifique avec un bouton unique qui nous permettait à un des membres du comité de pilotage d'extraire, donc de manière évidemment anonymisée, tous les formulaires de toute la région en un seul clic, depuis le début de l'étude. Donc une extraction qui était extrêmement puissante, qui nous a permis d'analyser ces données-là. Nous avions formalisé avec chaque éditeur auparavant des schémas d'extraction avec des didacticiels qui étaient envoyés aux médecins. Les requêtes étaient souvent préenregistrées dans les éditeurs expliqués aux médecins pour qu'ils puissent nous transférer via une messagerie sécurisée régionale les données. Mais nous avons eu quelques difficultés que Laurent nous exposera tout à l'heure. Ensuite, le traitement des données, avec l'identification d'abord automatisée de la non-opposition des patients, des épisodes Covid qui étaient définis automatiquement, en tout cas, comme une série de consultations, une série de formulaires renseignés avec la même date de premier symptôme et dans un délai de 30 jours après la date de premier symptôme. Suivi ensuite différents contrôles qualité dont je vous présente quelques exemples, mais il y en a toute une liste. La première, c'est une correction des unités, puisque tout existe, en fait, donc toutes les données numériques, les champs de date. Il suffit qu'un médecin note comme tension artérielle systolique 12 au lieu de 120, ça fausse complètement tous les chiffres. Voilà. Donc il y avait une correction automatique et puis aussi manuelle de ces données-là. Les cas symptomatiques étaient analysés, puisque notre objectif n'était pas d'étudier les cas asymptomatiques, donc tous les patients pour lesquels les médecins n'avaient coché aucun symptôme étaient aussi exclus des analyses. Les données de patientèle et de période d'activité des médecins, qui étaient essentielles pour avoir le dénominateur concernant la patientèle du calcul d'incidence, et de période d'activité des médecins, puisque tout le monde a le droit de prendre des vacances, voire de tomber malade, et donc ça faussait aussi l'estimation des incidences. Une relecture des épisodes multiples qui était systématique, c'est-à-dire que si pour un patient on avait identifié automatiquement plusieurs épisodes, on relisait toutes les fiches de ce patient-là pour bien identifier différents épisodes, suspects ou confirmés, d'une erreur de renseignement de la date du premier symptôme par exemple. Après cette étape de traitement des données, le service de biostatistique des HCL prend le relais avec une base de données qui est réputée aussi fiable que possible à ce moment-là. Et donc là, je vais vous présenter les premières statistiques descriptives de notre base de données avec 57 centres, 139 médecins sur VEDA,
qui fait l'objet de notre extraction de nos résultats, aujourd'hui, nos statistiques qu'on présente. 4 743 consultations, 3 326 cas suspects, qui contiennent 597 cas confirmés. On voit que par épisode, 74% des cas confirmés, 78% des cas suspects n'ont eu qu'une consultation, ce qui fait une moyenne de 1,4 consultations par patient et par épisode en moyenne. L'âge moyen était de 42 ans, un sexe ratio légèrement en faveur des femmes. Parmi les cas confirmés, 12,8% des cas confirmés avaient au moins une comorbidité considérée à risque par le Haut Conseil de santé publique. Et la médiane du délai de consultation, à partir de la date du premier symptôme, qui était aussi renseigné dans le formulaire, était de 5 jours. On voit à droite que la part des consultations classiques physiques au cabinet était en fait d'un tiers, avec le reste partagé entre principalement des visioconsultations avec une caméra ou des consultations au téléphone, et une partie visite à domicile. Nous avons récemment reçu les analyses finales de la part de notre équipe, et donc nous allons bientôt être en mesure de publier différents résultats. Les premiers, c'est les facteurs prédictifs de la positivité du test PCR, les symptômes du jour de la première consultation, l'âge, le sexe, le fait d'être personnel soignant et la ruralité. Un deuxième type de résultat sera la séquence des symptômes à partir la description de la séquence des symptômes à partir du premier jour symptomatique. Donc, cette carte vous illustre la contribution au recueil des cas confirmés des différents départements de notre grande région. Et vous voyez en plus foncé les départements qui ont été les plus contributifs, en l'occurrence le Rhône et l'Ain, suivi de la Loire, de l'Isère, puis le Puy-de-Dôme, l'Ardèche, et de façon toujours vers le moins contributif, la Haute-Loire et la Haute-Savoie, et puis la Savoie et l'Allier. Et en fait, le Cantal n'a pas du tout contribué parce que nous n'avions aucun investigateur dans ce département. Donc en fait, ces disparités ne sont pas si simples à interpréter parce qu'en fait, elles peuvent être liées à la fois à l'intensité de l'incidence dans ces différents départements, mais aussi au niveau de participation des investigateurs. Et en fait, il est très difficile, avec les données dont on dispose, de départager ces deux facteurs. Et bon, vous voyez aussi qu'on a dénombré les cas confirmés, mais qu'en fait, on est finalement en difficulté pour estimer les incidences, et j'y reviendrai bientôt. La dernière étape du schéma fonctionnel de parcours de nos données aboutit en principe à diffuser les résultats de ce système de surveillance qu'on a mis en place. Et en fait, on a développé un site web avec l'aide du service dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle ICAP. Donc c'est un site web qui permet de diffuser un bulletin. Donc on voulait, comme l'a dit Pierre-Yves tout à l'heure, qu'on espérait bimensuel et en fait qui a été plus épisodique du fait des contraintes de traitement des données et d'analyse des données que Pierre-Yves a parfaitement décrit précédemment. Mais en tout cas, on a diffusé un certain nombre de bulletins sur ce support, mais ce site web avait aussi vocation à interagir avec les médecins et les autres investigateurs du réseau. On a diffusé sur ce site des informations, par exemple les rapports du conseil scientifique sur la Covid gouvernemental, ou bien les communiqués de presse du CNGE qui concernaient la prise en charge de la Covid. Il y avait aussi un accès possible au protocole sur ce site, et puis bien sûr la liste des partenaires du projet. Et il y avait donc pour interagir plus précisément avec les investigateurs, un forum, mais qui malheureusement a été peu actif, probablement parce que les médecins étaient très occupés par leurs activités cliniques, peut-être pas tout à fait au début de l'épidémie, mais par la suite, et puis peut-être aussi parce que les investigateurs avaient des difficultés à s'identifier comme
comme appartenant véritablement à un réseau formalisé. Donc ce projet comporte certainement quelques forces et quelques enseignements à en tirer. Il avait la particularité d'être ancré dans la pratique clinique. En fait, l'idée originale de ce projet est venue d'un de nos collègues maîtres de stage exerçant dans la commune de Lyon, dans une maison de santé pluriprofessionnelle, et qui a eu l'idée d'insérer les données cliniques réglementaires à recueillir autour de la Covid, selon les autorités de santé lors de la première vague d'épidémie, dans un formulaire au sein de son logiciel. Lui, il est utilisateur du logiciel VEDA. Pour les utilisateurs de ce logiciel, vous savez qu'il y a beaucoup de formulaires qui sont partageables au niveau des structures de santé, mais bien au-delà, y compris au niveau national. Donc c'est une fonctionnalité qui est très très utilisée par un certain nombre d'utilisateurs de ce logiciel, et donc l'idée lui était venue d'intégrer ce recueil de données cliniques par l'intermédiaire d'un formulaire. Et donc on a constitué un comité de pilotage avec lui et d'autres représentants à la fois de professionnels et des départements de médecine générale, pour construire donc très rapidement évidemment ce projet. Ce projet, il est aussi ancré dans la pratique clinique, parce que c'est un projet de soins primaires où on recueille en principe des données sur tous les patients suspects de Covid-19 qui consultent dans une structure de soins primaires. Alors, donc c'est une représentativité de principe, mais en réalité, comme vous savez bien évidemment, il y a une partie des patients qui étaient suspects ou confirmés de Covid-19, qui n'ont pas consulté, fût-ce même par téléconsultation, leur médecin généraliste, notamment du fait qu'à partir de l'été 2020, les tests sont devenus accessibles en ville sans prescription médicale. Et puis à l'automne 2020, par exemple, aussi les arrêts maladie sont devenus accessibles sur le site Déclare Amélie, là aussi sans passage obligatoire par le médecin généraliste. Voilà. Donc c'est une limite assez insurpassable, évidemment, à la représentativité parfaite des patients infectés par la Covid-19. Mais en tout cas, on prétend une représentativité des patients qui ont consulté. Et puis l'autre force de ce projet, c'est qu'il était fédérateur. Il a permis de fédérer des organisations professionnelles et des organisations académiques, et puis aussi de prendre lien avec différents éditeurs de logiciels, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus ou moins de succès. Comme l'a dit Pierre-Yves, on a réussi à intégrer un formulaire dans chacun des 5 logiciels concernés, mais on n'a pas réussi, a posteriori, à extraire les données recueillies de tous ces logiciels, en fait. On a essentiellement réussi à extraire des données du logiciel VEDA, en fait, en pratique. Mais c'est quand même le logiciel le plus représenté et le plus contributif au niveau de la région Rhône-Alpes. Donc il y a à l'évidence des faiblesses dans ce projet, qui était une forme de projet pilote, je pense, donc lié notamment à des contraintes logistiques. Donc comme vous l'avez compris, on a bénéficié d'un support logistique assez important de la plateforme de recherche des hospices civils de Lyon. C'était à la fois une force, mais c'était aussi d'une certaine façon une limite aussi, parce que le traitement des données était extrêmement rigoureux, mais extrêmement complexe et extrêmement chronophage aussi, d'autant qu'il n'était pas complètement automatisé. Il y a eu des données qui, de ce fait, ont été inexploitées, donc celles, bien sûr, qui étaient liées aux limites des éditeurs, de notre collaboration avec les éditeurs logiciels, puisque celles qu'on n'a pas pu extraire, ou parfois aussi aux limites de la mobilisation des investigateurs qui, parfois, n'étaient pas capables d'extraire les données au niveau de leur structure, mais aussi donc, de nos partenaires des hospices civils,
qui avaient des contraintes administratives qui ont fait, par exemple, que le projet étant financé pour une durée de 6 mois, à partir du 1er novembre, il était plus possible d'extraire les données, même celles recueillies avec le logiciel VEDA, et d'exploiter l'ensemble de la base de données. Donc les effectifs qu'on vous a présentés sont censurés au 1er novembre 2020, alors même que le recueil des données a continué ultérieurement. Et donc il y a eu aussi des contraintes de collaboration avec certains éditeurs. Certains éditeurs ont collaboré sur un mode parfaitement bénévole, d'autres ont demandé des indemnités pour les travaux de développement que nécessitait l'intégration et l'extraction des données, et d'autres éditeurs ne sont pas allés jusqu'au bout de la démarche. C'est pourquoi je vous ai présenté précédemment une carte où il y avait des effectifs et pas des incidences. L'incidence, en réalité, on n'est pas capable de l'estimer de façon pertinente, de façon fiable. Pourquoi? Parce qu'il y a d'une part une sous-déclaration qui affecte les cas suspects, parce qu'on peut pas, on n'est pas certain de l'exhaustivité du recueil des données, même pour les patients pour l'ensemble des patients qui ont consulté dans les structures où il y avait des investigateurs. Et on pense qu'avec le temps, la mobilisation s'est vraisemblablement émoussée, et notamment parce que le formulaire était quand même assez important, avec un grand nombre de variables, et que la mobilisation, je pense qu'elle était forte lors de la première vague et qu'elle a diminué ultérieurement, et que peut-être certaines des variables à recueillir avaient moins de sens après un certain temps pour les utilisateurs. Et il y avait aussi vraisemblablement une sous-déclaration des cas confirmés. On a pu observer qu'en moyenne, sur l'ensemble de la durée du recueil, 85% des patients suspects avaient eu la prescription d'un test de confirmation, mais le résultat de ce test, lorsqu'il avait été prescrit, n'était enregistré dans les logiciels que dans 44% des cas. Donc il y avait beaucoup de données manquantes. Il est vraisemblable que les données manquantes correspondaient plus à des tests négatifs qu'à des tests positifs, mais en fait on ne peut pas en avoir la certitude. Voilà. Pour finir, je voudrais remercier l'ensemble des acteurs sans lesquels ce projet n'aurait pas été possible, à commencer par le financeur, bien sûr, le comité de pilotage, les hospices civils de Lyon et leur plateforme support pour le traitement des données et l'analyse des données. Bien sûr, l'ensemble des investigateurs, qu'ils soient médecins pour l'essentiel, mais aussi infirmiers et internes dans des structures pluriprofessionnelles. Les partenaires institutionnels, notamment universitaires, et la Fédération des MSP d'Auvergne-Rhône-Alpes, et bien sûr les éditeurs de logiciels qui ont bien voulu collaborer avec nous. Je vous remercie. Moi, j'avais éventuellement une question, en fait, qui se voulait aussi un peu le relais de la question qu'on m'avait posée, et voilà, donc j'en profite. Tu as bien évoqué la mobilisation peut-être décroissante des professionnels. Ça correspond vraiment, moi, à mon expérience, parce que utilisant Chorus, j'avais utilisé le formulaire, et puis au bout d'un moment, comme tu dis, la listing, là, sans fin, etc., on s'en lasse. Ma question, c'était un peu qu'est-ce que tu retires de qu'est-ce que vous tirez de cette expérience qui n'est pas encore allée au bout, mais qui est quand même, comme tu disais, un projet pilote. Là, vous avez essayé de recueillir des données avec un masque de saisie supplémentaire. Je sais que tu es aussi très investi depuis longtemps sur la possibilité d'extraire des données en routine. Donc, avantage, inconvénient de chaque mode de recueil de données, parce qu'on voit bien l'enjeu énorme qu'il y a à pouvoir recueillir des données qui soient fiables, et on voit les limites de l'utilisation d'un masque de saisie. Donc, là, après cette expérience encore supplémentaire, qu'est-ce que tu peux en dire? Je pense qu'il y a plusieurs enseignements qu'on peut tirer, mais pour répondre plus précisément à ta question, on pourrait s'inspirer de l'approche utilisée par le réseau Sentinelle de l'INSERM au plan national, qui distingue deux niveaux de recueil de données, en fait, un niveau simple et un niveau approfondi. Le niveau simple,
pour les problèmes de santé qui sont surveillés par ce réseau, comme par exemple les syndromes grippaux ou les gastro-entérites aigus, pour n'en citer que 2, ou les infections respiratoires aiguës qui correspondent en fait au cas suspect de Covid-19. L'approche simple, c'est de simplement décompter les cas que chaque médecin observe sur une semaine dans ses consultations. Et l'approche approfondie, c'est pour chacun de ces cas de donner ou pas des informations complémentaires avec un questionnaire plus spécifique. Donc c'est une approche en 2 temps et à 2 niveaux, mais le grand intérêt de cette approche graduée, c'est qu'en fait, avec le décompte des cas, on peut calculer les incidences, en fait, voilà. Et que d'une certaine façon, on pourrait dire que notre expérience, c'est parfois que le mieux pourrait être l'ennemi du bien, d'une certaine façon. Et donc, si on voulait appliquer un peu le même raisonnement à nos objectifs initiaux, en tout cas, qu'on a donc eu du mal à atteindre en réalité en termes de surveillance de l'incidence, il me paraîtrait adapté que les médecins, alors les médecins ne sont pas capables de coder tous leurs diagnostics de consultation, enfin ils ne sont pas disposés, et en plus c'est pas si facile, les outils ne le rendent pas si simple au jour d'aujourd'hui, de ma propre expérience, mais au moins que lorsqu'il y a une pathologie ou un problème de santé qui est à l'origine d'une situation de crise, on puisse avoir comme objectif de coder tous les cas suspects ou confirmés de cette pathologie qui représente une menace pour la santé publique, avec un seul code unique qui pourrait exister par exemple dans la CISP, la classification internationale des soins primaires. Il y a par exemple une rubrique qui est autres infections respiratoires, qui est rarement utilisée et qui aurait très bien pu l'être pour tracer les cas de Covid. Donc on pourrait imaginer de suivre simplement ces situations, et si le médecin veut à ce moment-là appeler un formulaire pour renseigner des informations complémentaires, le faire, mais que ce soit une option d'une certaine façon, mais que le minimum syndical soit de bien identifier chaque cas de Covid en distinguant peut-être les cas suspects et les cas confirmés.